Bonsoir, ici Charlie et bienvenue à cette première capsule dans ma série Acheter ou louer, où est-ce que je vais passer en revue différentes options entre si on achète une propriété versus si on loue une propriété, quelle est la différence entre louer versus acheter. Alors mon but c'est de voir un peu, de m'asseoir avec vous puis de voir un peu le breakdown des coûts potentiels. On va passer à travers des scénarios fictifs. Mon but c'est un peu de vous imager qu'est-ce que ça pourrait engendrer comme coût d'acheter une propriété, puis c'est aussi de vous parler un peu des différentes façons d'acheter. Donc, souvent, on a tendance à imaginer que acheter une propriété, ça coûte 700 000 $, qu'il n'y a plus rien d'achetable au Québec. Il y a beaucoup de croyances pessimistes, je trouve, par rapport au domaine de l'immobilier. Mon but, c'est pas de vous dire, hey, il faut que demain tu ailles acheter une maison tout de suite. Mon but, c'est simplement de peut-être vous apporter des pistes de réflexion par rapport à l'immobilier, par rapport aux différentes possibilités, comment mettre la mise de fonds, les différents types de critères pour se qualifier pour être un acheteur, tout ça. Parce que je voulais justement vous parler des différentes astuces que j'aurais pour un nouvel acheteur qui a pas beaucoup d'argent pour la mise de fonds, qui a pas beaucoup d'argent tout court, qui gagne pas énormément de revenus, mais qui veut acheter. Moi, présentement, ce que je remarque, c'est que beaucoup de gens dans ma génération vont pas nécessairement avoir des revenus si hauts, ni avoir de mise de fonds, ok? C'est pas tout le monde qui ont les mêmes moyens. Il y en a qui ont des dettes étudiantes aussi. Ça va jouer sur la capacité financière, la capacité d'emprunt. Et ça, je suis très consciente que c'est pas pour tout le monde, mais je voulais justement faire une vidéo pour partager différents types d'inscriptions. Comme vous le savez, je suis courtière immobilière résidentielle pour Remax Cristal et mon but ici, c'est de vous partager du contenu sur l'immobilier pour vous aider, pour aider les nouveaux acheteurs. Alors, je regardais les propriétés qui étaient disponibles sur Centris. J'essayais de voir, est-ce qu'il y a encore moyen d'acheter en bas de 200 000 $? Et je me suis amusée à faire un peu la recherche, à voir différentes alternatives à acheter, exemple, un condo sur le plateau. Parce que oui, si on pense, par exemple, à Montréal, c'est sûr que l'idée d'acheter un beau condo neuf sur le plateau, on parle de quand même un bon prix, là. Puis oui, il y a encore de la surenchère pour certaines propriétés, majoritairement pour les propriétés plus clés en main. C'est ce qui semble être remarqué dans le marché, c'est que les propriétés qui vont être soit fraîchement rénovées ou plus neuves, dans des quartiers émergents, dans des quartiers agréables, ben oui, ça va être encore de la surenchère, puis avec les taux d'intérêt, on comprend que c'est pas quelqu'un qui a un énorme budget puis une énorme mise de fonds qui va pouvoir se permettre ce type d'achat-là. Donc, mon but, c'est de vous parler un peu des différentes alternatives, puis à travers tout ça, j'ai pensé à une série de vidéos qui s'appelle « Acheter ou louer », parce que je me suis amusée à regarder deux propriétés de deux côtés différents de mon agence. Donc, je vais vous les présenter. Puis ces deux propriétés-là, pour moi, c'est deux exemples d'achats qui peuvent être quand même relativement abordables selon moi, avec des mises de fonds qui peuvent être abordables. Et là, je me suis dit, je vais faire le calcul vite chez moi. Je vais m'amuser à jouer avec ma calculatrice, avec la prime SCHL. Moi, honnêtement, j'ai du fun à faire des petits pitonnages puis à faire des petits scénarios. Et je me suis dit, pourquoi pas vous le partager pour qu'on voie un peu c'est quoi les choses qui pourraient arriver en achetant versus en continuant à louer. Première chose que je voulais vous partager aujourd'hui, c'était justement le fait que beaucoup de gens pensent que pour acheter une propriété, ça vous prend 100 000 $ cash, ça vous prend 20 % de mise de fonds. Saviez-vous que vous avez seulement besoin de 5 % de mise de fonds si vous voulez acheter une propriété de 500 000 ou moins? Évidemment, si vous êtes à votre premier achat, probablement que votre propriété va être de 500 000 $ ou moins. Moi, j'ai remarqué qu'avant la pandémie, le mot d'ordre, puis c'est ce qu'on me disait quand j'allais acheter ma propriété, puis quand je pensais à acheter, on me disait, il faut que tu mettes 20 % de mise de fonds, sinon tu as la prime SCHL. Je pourrais faire une vidéo complète pour vous expliquer qu'est-ce que c'est. Si ça vous intéresse, laissez-moi savoir, mais c'est une assurance qu'il faut que tu prennes sur ton hypothèque si tu n'arrives pas à mettre la mise de fonds de 20 %. Beaucoup de gens de plus en plus se retrouvent à devoir prendre cette assurance-là. Si on pense par exemple que vous voulez acheter avec une mise de fonds de 5 %, alors là, selon les critères, la prime serait ici de 4 %. Quand vous allez avoir votre prêt hypothécaire, donc par exemple, on va faire l'exemple justement avec une propriété. Ici, j'ai la propriété de William Potvin, courtier immobilier chez Remax Cristal. La propriété, elle est en vente pour 239 000 $. Alors, si vous vouliez faire la mise de fonds minimale, ça donnerait environ une mise de fonds de 12 000 $. Donc, dans ce cas-ci, vous auriez un prêt de 227 000 $. Par contre, étant donné que vous faites seulement une mise de fonds de 5 %, dans ce cas-ci, vous auriez à payer la prime. Donc, il faut bonifier, il faut ajouter un 4 % sur le montant du prêt, ce qui nous amène à un prêt de 236 080 $. Donc, votre hypothèque serait de 236 080 $. Ça, ce serait dans l'optique où est-ce que vous feriez une mise de fonds de 12 000 $ qui serait à peu près le 5 %. Donc, c'est un peu comme ça qu'on comprend. Puis,
il y a une époque quand les prix des condos étaient plus bas. T'sais, si on regarde juste, par exemple, on prend l'exemple de Mascouche. T'sais, si on prend il y a juste 5 ans, les prix moyens pour une chambre, une salle de bain pour un condo, c'était bien en bas de la barre du 200 000. Là, si on va voir, exemple, le prix moyen d'un condo en 2019 à Mascouche, une chambre, une salle de bain, on se retrouve avec environ 134 000 $. Alors, évidemment, ça, c'était avant la pandémie. Donc, si on calcule, par exemple, le 20 % à cette époque-là aurait été 20 quelques mille dollars, peut-être 26 000 $, quelque chose comme ça. La différence par rapport à aujourd'hui, c'est que, par exemple, un même condo, aujourd'hui, se vendrait 240 000 $. Alors, pour la mise de fonds minimale, on parlerait plus de 48 000 $. Donc, la mise de fonds, étant donné que les prix ont augmenté, c'est peut-être pas une mauvaise idée d'y aller avec la mise de fonds minimale dans le cas où est-ce que, si on veut s'embarquer dans l'immobilier, aussi bien s'embarquer avec une mise de fonds minimale, parce que je pense que, puis moi inclus, il y a beaucoup de gens qui sont tannés de payer des loyers dans le vide. Tu sais, ça, on l'entend beaucoup, puis c'est une préoccupation de beaucoup de gens de ma génération. Oui, c'est plate de payer de l'intérêt sur son prêt, je comprends. C'est plate, j'aime pas vraiment ça. J'aime pas vraiment non plus payer des taxes municipales. J'aime pas vraiment, j'ai pas eu du fun à payer ma taxe de bienvenue non plus. Mais au moins, il y a quand même un retour sur mon investissement quelque part. Alors que quand je payais un loyer, tout ce que j'avais l'impression, c'est que je payais l'hypothèque de mon propriétaire qui faisait pas grand-chose. Alors voilà, première astuce que je me disais, c'était par rapport à la mise de fonds minimale. Et là, je me suis amusée. Et là, je suis allée voir dans mes statistiques, dans les statistiques qui sont disponibles. Donc, je me suis amusée à faire des petits scénarios. OK, qu'est-ce qui arriverait si demain matin, quelqu'un achetait ce condo-là à Mascouche au lieu de louer un appartement, une chambre, une salle de bain à Mascouche? Et je suis allée trouver, mettons, le loyer moyen pour une unité similaire. C'est pas exactement pareil, évidemment, mais je suis allée un peu trouver un semblable. Donc, une chambre, une salle de bain, la même quantité de pieds carrés, 600 quelques pieds carrés, quelque chose comme ça. Je suis allée justement rechercher qu'est-ce qui serait mes comparables. J'ai trouvé à peu près 1300 $. Pour le côté locataire, je suis allée vraiment avec des données avantageuses pour la location pour justement pallier au fait que la location, elle, c'est une option safe. Tu payes 1300 $, 100% sûr, versus quand tu achètes, il y a plein de choses qui peuvent arriver. Donc, je suis allée avec un loyer safe, 1300 $ à Mascouche pour une chambre, une salle de bain. On paye à chaque mois, c'est notre loyer. J'ai fait la différence, puis je suis allée voir qu'est-ce que ça aurait comme différence si, par exemple, j'allais acheter le condo à Mascouche à 239 000 $, j'avais la mise de fonds minimale de 5%, j'avais un prêt qui est à 236 080 et je fais des paiements accélérés. Ça, c'est un autre sujet pour une autre journée. Si vous voulez, je pourrais vous en parler. Alors, ça nous ferait des paiements à toutes les 2 semaines d'environ 720 $. Et je suis allée justement avec la mise de fonds de base de 12 000 $. Donc, ça, c'est mon gabarit de base. Et là-dessus, j'ajoute aussi les taxes municipales et les frais de condo. Ce que ça nous coûterait par année pour posséder ce condo-là, encore une fois avec la mise de fonds minimale et les hauts taux d'intérêt, j'ai calculé pour un taux d'intérêt de 5,5 %. Dans ce cas-ci, ça reviendra à nous coûter environ par année 23 333 $. De l'autre côté, avec la location, ça me coûte environ 15 600 $. Donc ça, c'est les deux prix que ça nous coûte environ. Évidemment, il y a des augmentations de loyer possibles, mettons si on pense sur 5 ans, parce que moi, j'ai calculé sur 5 ans. Donc sur 5 ans, il y a potentiellement des augmentations. Donc d'un côté, je loue, je décide de mettre de côté le 12 000 $. Encore une fois, dans le scénario de location, je fais du 10 % par année sur tous mes investissements. Tout l'argent que j'investis, à la place de le mettre dans le condo, que je loue, tout l'argent de plus que j'ai, je l'investis à 10 % dans des fonds communs. Qu'est-ce que j'ai calculé? C'est que à la fin du 5 ans, tout l'argent qui a été mis dans le condo, si par exemple, je le mettais avec 10 % d'intérêt, mon 12 000 $ à la fin du 5 ans serait 19 326 $. C'est ça que j'aurais à la fin des 5 ans. Parallèlement, toute la différence de qu'est-ce que je paye de plus pour posséder, si je le mettais à chaque année, donc on parle ici d'une différence de 7 733 $. Donc à chaque année, je loue, je décide de mettre 7 733 $ de côté à la bourse, 10 % d'intérêt par année. À la fin du 5 ans, je fais 47 210 $. À la fin des 5 ans, si tu as loué à 1300 $, tu as potentiellement un total de 66 536 $ d'équité pour, mettons, là, à ce moment-là, acheter ta propriété. Donc, c'est super, t'es prêt, j'achète ma propriété, maintenant j'ai 66 000 $. Yes! D'un autre côté, j'ai mis la mise de fonds minimale qui était de 12 000 $. Ça, c'est mon investissement de base que j'ai mis. 5 ans plus tard, je décide de vendre. Alors là, ce que je suis allée regarder, je me suis amusée. J'ai fait des scénarios, je me suis dit, bon, quel serait le taux d'augmentation sur 5 ans? Alors là, au départ, j'avais pris les 5 dernières années, mais je me suis dit, pour essayer d'obtenir peut-être
une fourchette d'augmentation un peu plus réaliste. J'ai pris les 10 dernières années, donc l'augmentation des valeurs des condos, une chambre, une salle de bain à Mascouche des 10 dernières années, et j'ai coupé la poire en deux pour me donner un approximatif de combien pourrait potentiellement prendre le condo à Mascouche de valeur dans les 5 prochaines années. Encore une fois, là-dessus, il y a la seule chose qui est comme un peu plus difficile à évaluer, c'est on peut jamais prévoir le marché. De l'autre côté, comme avec la location, moi je prévois un 10% d'intérêt sur tous les placements puis tout ça. C'est pas une garantie, comme que de l'autre côté, c'est pas une garantie nécessairement que ta propriété va augmenter de 30% de valeur. Mais en faisant l'approximatif, ça me donnait environ une augmentation de 36% sur la valeur entre 2013 jusqu'à 2023. Qu'est-ce que ce serait la moyenne, mettons, si on mettait ça sur 5 ans? Alors, si on va avec l'approximatif puis on se dit que ce condo-là, à Mascouche, une chambre, une salle de bain, donc valoir 36% de plus dans 5 ans. Ça veut dire que ce condo-là pourrait potentiellement se vendre à 326 000 5 ans plus tard. Potentiellement. Encore une fois, là, on est vraiment dans la fiction. À 100%. Alors là-dessus, j'ai enlevé les frais de vente, qui est la rétribution plus taxes. Donc ça, c'est bien important. J'ai calculé environ un 4% de rétribution plus les taxes applicables pour la rétribution, moins un 3 000 $ pour les frais de clôture de notaire. Donc ça, c'est un approximatif des frais que vous auriez à débourser à la vente qui ne se retrouveraient pas dans vos poches. Ensuite, là-dessus, il reste notre balance hypothécaire à soustraire. Donc évidemment, vous avez pris un prêt, vous ne l'avez pas payé cash. Sur votre prêt en 5 ans, étant donné que vous vendez après les 5 premières années, bien évidemment, vous avez payé plus d'intérêt que de capital. Donc, votre prêt hypothécaire, après 5 ans, est rendu à 221 600 $. J'ai vendu 5 ans plus tard, j'ai pris un courtier, j'ai payé la rétribution, j'ai payé le notaire. Je finis avec près de 87 000 $ d'équité pour ma prochaine propriété. Encore une fois, c'est tous des scénarios fictifs. Mais ça vous montre quand même à quel point que parfois, acheter tout de suite une propriété plus petite. Je vous ai donné l'exemple de Mascouche parce que c'est une région un peu plus éloignée du centre de Montréal. Mais ça reste que pour un premier acheteur, si on va un peu plus loin que le Dream House ou le Dream Condo, vous pouvez quand même vous en sortir avec un pas pire résultat. Ensuite, j'avais envie de vous partager une deuxième propriété que j'ai vu passer sur le site de mon agence, qui est un condo. En fait, c'est un studio à Hochelaga Maisonneuve, mon quartier. Moi, je vous dis, Hochelaga, là, c'est vraiment une belle place. En bas de 170 000 $. Encore une fois, je voulais vous présenter cette propriété-là parce que je voulais vous montrer comment que, oui, c'est possible d'accéder à la propriété. C'est sûr que ce studio-là, j'achèterais pas ça pour une famille de 4 personnes, là. Mais pour une jeune étudiante ou une jeune professionnelle, ça reste que ça peut être un investissement intéressant. Tant qu'à louer un studio comme ça, pourquoi pas l'acheter? Donc là, encore une fois, pourquoi pas faire le test? Si demain, tu décides de t'acheter un petit studio dans Hochelaga Maisonneuve, ça reste que c'est un bon premier achat qui peut, par la suite, 5 ans plus tard, être vendu, puis vous faire en ressortir un bon cash down. Alors, pour acheter cette propriété-là, vous auriez besoin d'environ 8 500 de mise de fonds. Alors, j'ai fait le même exercice, acheter ou louer, et j'ai évalué que pour les studios à Montréal, Hochelaga Maisonneuve, un peu comme ça, je suis allée très gentille et j'ai mis un prix moyen de 850 $. J'habite à Montréal, je suis consciente que c'est très difficile de se trouver un studio à 850 $, mais disons que tu as réussi à trouver un studio à 850 $. Donc, si par exemple, on fait la mise de fonds minimale, on ajoute la prime, comme j'ai dit plus tôt, on se retrouverait avec des paiements accélérés aux 2 semaines de 512 $ à payer à toutes les 2 semaines. Donc oui, ça revient un petit peu plus cher que, évidemment, si on prenait une location, tout simplement. Donc ensuite, avec les frais de condo, les taxes municipales, tout ça, on pourrait arriver à, par année, un frais de 14 785 $. Donc ça, ce serait ce que vous pourriez payer potentiellement à chaque année pour posséder ce condo-là. Évidemment, avec la mise de fonds minimale encore une fois. Versus, si on prenait une location, on paierait 10 200 $ à chaque année. Donc, à la fin du 5 ans, on aurait payé 51 000 $ de loyer en 5 ans. Si, par exemple, j'y vais avec mon idée que l'argent qui resterait, donc le 4 000 quelques dollars qui resterait, si je décidais de l'investir en bourse, tout ça, et que j'investissais aussi ma mise de fonds en bourse à 10 % d'intérêt à chaque année, j'ai un 10 % d'intérêt que je fais sur cet argent-là. À la fin de mon 5 ans, en location, j'aurais payé 51 000 $ à mon propriétaire, mais j'aurais accumulé 41 700 $ de ce côté-ci. De l'autre côté, vous avez décidé de faire le saut, vous avez acheté tout de suite votre condo, 5 % de mise de fonds, vous n'avez pas attendu d'avoir le 20 % puis d'avoir le condo idéal pour vous. Vous avez dit, moi j'achète tout de suite. Alors à chaque année, en intérêt, au total, pour les 5 premières années, vous auriez payé 20 418 $ d'intérêt. Puis c'est ça que je veux que vous voyez. Dans le premier scénario, vous avez payé 51 000 au propriétaire dans le vide. Dans l'autre scénario, quand vous êtes acheteur, vous payez évidemment des frais dans le vide, que ce soit des taxes, frais d'intérêt, tout ça. Alors ce qu'on remarque ici, c'est que pour le marché de
Hochelaga Maisonneuve pour les 10 dernières années, les condos, studios, tout ça. J'ai essayé de faire un approximatif là pour voir un peu l'augmentation, mais on pourrait se dire que en moyenne dans les 10 dernières années, si on mettait les 10 dernières années puis qu'on les calquait pour les 5 prochaines années, on pourrait potentiellement avoir une augmentation de 33% de la valeur du condo, de ce petit studio-là, dans 5 ans. Vous pourriez potentiellement vendre ce condo-là à 226 000 $. Là-dessus, j'enlève la rétribution du courtier plus taxes, plus les frais de notaire pour clôturer l'hypothèque et on se retrouverait à avoir dans nos poches 212 600 $. Encore une fois, toujours des chiffres fictifs pour tous mes scénarios. Vous vous retrouvez à la fin du 5 ans avec une balance hypothécaire d'environ 157 600 $. Ça, c'est si vous avez décidé de ne faire aucun paiement anticipé, tout ça. Un autre sujet pour une prochaine vidéo, mais très intéressant. Donc, dans ce cas-ci, à la fin de tout ça, vous vous retrouvez dans vos poches avec 55 000 $ pour votre prochaine mise de fonds, pour votre prochaine propriété. Ça, c'était mes petits calculs. Le but de cette vidéo-là, c'est pas de vous garantir que dans ces deux scénarios-là, dans ces deux inscriptions-là, les acheter seraient mieux à 100% que louer. Ce que je voulais vous montrer, c'est à quel point il y a beaucoup de choses qui peuvent venir en compte puis modifier un calcul. Dans tous les cas, devenir propriétaire, c'est plus que juste une question d'argent, c'est aussi une question de liberté, mais aussi de responsabilité. Donc, il faut savoir qu'est-ce qu'on a envie présentement dans notre vie. Est-ce qu'on sait qu'on veut rester là pour plusieurs années? Parce que si on vend dans les 2 premières années de possession, on peut payer des pénalités. Est-ce qu'on est prêt à avoir la responsabilité que si quelque chose brise, c'est sur nos frais? Est-ce qu'on est prêt à débourser un peu plus d'argent que ce qu'on débourse habituellement dans notre loyer? Des trucs comme ça. Je vous ai présenté 2 propriétés qui peuvent être différentes de peut-être qu'est-ce que vous étiez imaginé pour votre premier achat. Mais dans tous les cas, est-ce qu'on est prêt à aller un peu plus loin, à aller un peu à l'extérieur de Montréal, aller à l'extérieur de où est-ce qu'on habite, faire un peu plus de route pour se permettre quelque chose de moins cher? Est-ce qu'on est prêt à réduire la taille de notre première habitation, de notre première propriété? Est-ce qu'on est prêt à réduire versus le loyer qu'on louait? Donc, c'est toutes des choses qui peuvent venir en compte, qui peuvent venir affecter à savoir si on est prêt ou pas à se lancer à faire notre premier achat. Mais aujourd'hui, je voulais vous présenter que oui, il y a encore des propriétés à des prix relativement abordables et que ça prend pas 50 000 $ de mise de fonds. Alors voilà, c'était le but de cette petite capsule. Selon vous, est-ce que c'est mieux d'acheter ou de louer selon votre situation? Je serais vraiment intéressée à savoir. Puis si vous avez d'autres cas que vous aimeriez que j'analyse, d'autres quartiers, c'est sûr que c'est plus facile pour les condos parce qu'il y a plus d'appartements à comparer pour les prix. Mais j'ai eu vraiment du plaisir puis je pense que ça va devenir une petite série récurrente sur ma chaîne YouTube. Alors merci à tout le monde. N'oubliez pas de vous abonner. Et si vous avez des questions, si cette vidéo-là vous inspire à peut-être vous lancer, faire le premier pas en immobilier, n'hésitez pas à me contacter par téléphone, par courriel, par texto. J'ai toutes les informations dans la description. Si vous cherchez un courtier pour vous accompagner dans votre premier achat, n'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations. Ça va me faire plaisir de vous accompagner dans cette aventure-là. Merci à tout le monde d'avoir écouté ma vidéo. On se revoit très bientôt dans les prochaines capsules. Et sur ce, je vous souhaite une bonne semaine!